Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait rapidos comme d'habitude, un petit tour sur les crypto-devises. Donc l'Ether qui essaie de se stabiliser, attention, hein, c'est vraiment toujours pas gagné quand on voit qu'on n'arrive pas à tenir une clôture en haut. C'est pas non plus des plus excitants, surtout que normalement on n'est pas supposé passer de temps par là. Ce qui m'invite à penser que le creux n'est donc toujours pas fait. Enfin, ça reste à prouver, hein. Ça se trouve ce soir on aura fait plus de 20% et on sera là-haut. Mais normalement, la zone basse est une zone qui est traitée très rapidement. Je vais même vous donner d'autres arguments. On va aller, comme toujours, hein, prendre le comparatif en 2014, si la donnée veut bien charger. Ah ben non, Ethereum, on n'en a pas. C'est vrai, on va prendre Bitcoin, on va retourner en 2014. Je vais juste vous donner un petit exemple, vous allez voir pourquoi je pense que c'est pas non plus tout de suite réglé, cette histoire. Alors, on est en combien là? Voilà. Là, donc en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est ce bottom-là, hein, c'est l'équivalent de ce où on est actuellement. Et donc ici, si je prends un volume, hop, 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 parce que le problème, je suis obligé d'avoir recours à ça parce que je n'ai pas de données intraday. Voilà. Donc si je prends le volume sur les 2 jours, voilà, ici, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle ici une queue de vente. C'est-à-dire, bon, on avait fait le point là-dessus quand on avait fait Market Profile. Voilà, c'est-à-dire que là, généralement, vous avez un pic de volume. Vous voyez, hop, une zone fortement travaillée, une petite zone très faiblement travaillée en dessous, et surtout ce qu'on appelle donc une queue de vente, c'est-à-dire une fin où ça, hop, voilà, ça vient chercher, ça vient très très rapide. Ici, en fait, on déclenche que des stops. Donc notez bien le truc, ça fait 180, 171, et la queue de vente est allée tirer jusqu'à 152. C'est-à-dire qu'entre la zone où il y a eu du volume et la queue de vente, on a en général ici une quinzaine de pourcents. Ça c'était, pardon, attendez, non, il m'a pris l'autre référent. Voilà, mais c'était ça, on a une quinzaine de pourcents entre les deux, d'accord. Et le moment où on crée le support au-dessus, en daily, d'accord, là où on accumule le volume, qui est donc ici. Ah, parce que là, attendez, j'ai pris que les 2 jours, hein, vous allez voir, si on tire et qu'on prend tout ça, vous allez voir que c'est clairement là qu'on tire le volume. Bon bref, en gros, là où il y a beaucoup de volume qui s'exécute, ça se fait vraiment en fait en plusieurs étapes. Et derrière, après, on maintient ce support. Celui-là reste maintenu, vous voyez, celui-là, on le garde après. Donc c'est celui-là qu'il faudra garder en tronche, là, voilà, celui-là, celui qu'on est éventuellement là en train d'essayer de construire. Mais attention, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on a fait ça, on est en train de faire ça, mais je ne vois pas la queue de vente. Alors on va aller la regarder. Hop, voilà, on va prendre Ethereum. Voilà. Sur l'Ether, si vous voulez, ce truc-là, si on le regarde en 15 minutes, voilà. Moi, je ne vois pas de queue de vente. Et pire que ça, un double bottom, ça ne me plaît absolument pas. Donc, à voir, encore une fois, je m'en fous. J'ai déjà pris mon achat buy and hold. Je fais juste un peu de technique. J'en profite pour vous distiller des contenus éducatifs parce que là, il y a des choses dont on peut parler. Quand on recherche ce type de pattern, je vais dire l'objectif primaire de cette structure, c'est de péter des stops. C'est de venir chercher les acheteurs à long terme, mais d'abord, il faut sortir complètement les spéculateurs. Donc normalement, double bottom, c'est pas la structure qui colle. Voilà, la structure qui colle au candidat, normalement, c'est vraiment ça, quoi. C'est hop, je viens te rect, je te fais une queue de vente et normalement ça tient. C'est pour ça que moi c'est ça que j'ai acheté et pas vraiment ça. Voilà. Si j'avais vu ça, j'aurais peut-être pas acheté tout de suite. Enfin, en tout cas, j'en garderais un peu plus sous le coude. Donc en fait, je préfère garder un peu de liquidité là, tout simplement, au cas où. Désolé. Donc je préfère garder un peu de liquidité, ce qui veut dire en gros, je viens de revendre quelques Ethers, pas grand chose, hein, je viens de revendre 25% de ce que j'avais pris. Je suis prêt à les reprendre, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que si on franchit les résistances supérieures, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on risque d'échouer par là et de reprendre une phase de baisse que personne ne verra venir évidemment. Mais si tel est le cas, tout simplement il restera une phase de baisse à faire pour aller chercher éventuellement des niveaux inférieurs, style 220, voire même sous les $200, ça ne me surprendrait absolument pas, dans un schéma qui serait vraiment, voilà, hop, je reprends ici sans prévenir, bam, je vous racle tout, et là, effectivement, on fait la queue de vente, et on accumule le volume ici. Vous avez compris le principe? Hop, et ensuite on remonte, et les fameux 425, 450, c'est le niveau qu'on gardera toujours, d'accord? C'est-à-dire que derrière, on ne reperdra plus ce niveau-là. Ok, et ça remontera comme ça à chaque fois. Ici, on aura la zone d'équilibre, et ça, c'est la zone de support qu'on ne reprendra jamais. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reviendra chercher les 400, il ne faudra pas hésiter à repayer. Si on colle sur ce genre de structure, voilà, c'est ça que je voulais vous donner ce matin. Donc notez bien ce truc-là. Pour moi, le schéma est bon.
Il n'y a pas de souci. Je pense juste que là, la structure qu'on a en face de moi, enfin que j'ai en face de moi, m'invite à penser qu'on va se reprendre une petite cartouche, évidemment que personne n'aura vu, et qu'on va très probablement donc basculer sous ce bottom juste pour aller racler les stops qui pourraient s'y trouver. Tout simplement parce que beaucoup vont dire allez chouette, c'est bon, c'est parti, buy and hold, mais je le fais avec du levier évidemment comme toujours parce qu'il y a des imbéciles qui n'écoutent pas. Si ils se sont amusés à faire ça, ils ont donc probablement dit allez, je mets un stop ici sous les 198 et je peux mettre un peu de levier. Eh ben non, on va vous péter la tronche, je pense. Donc faites attention. Moi, je garde un peu de cash parce que je pense que sans problème, on peut aller s'enfoncer temporairement sous les. L'objectif, c'est de casser ça, hein, c'est-à-dire c'est de passer sous les 200. Donc après, marginalement, je pense aller dire un 185, 180. Voilà. Encore une fois, là, choper le point bas au pic près, c'est pas possible. Donc là, l'objectif, c'est juste de se dire, placer un petit ordre. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai remis les 25% là, que je sors par là. Donc ça me permet d'avoir un petit peu plus d'éther, mais un peu plus bas. Voilà. Alors, mais c'est vraiment combat de quéquette. C'est histoire de dire que je vais choper le bottom. Mais évidemment, ces 25%, je suis tout à fait prêt à les remettre si on se redirige vers les résistances suivantes. Voilà. Donc faites attention. Je m'attends toujours, malgré tout, quand même, peut-être, à une petite phase de baisse supplémentaire sur les altcoins, tout simplement parce que voilà, ça colle pas, ce que j'ai en face de moi ne colle pas à la psychologie. Normalement, on est supposé remonter très vite après avoir pété des stops. Donc là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'ici, on a bien recte des stops, ça c'est sûr, mais il y en a peut-être une bonne flopée qui se trouve par là, et j'ai comme l'impression que le marché est en train d'accumuler pour y aller derrière. Donc, patience sur les terres, si vous n'êtes pas dedans, c'est pas nécessaire de sauter sur la patate chaude tout de suite. En tout cas, moi je dirais, il faut là vraiment attendre qu'on franchisse les résistances ou attendre peut-être un excès supplémentaire. Voilà. En tout cas, là, vous payez un prix qui est toujours acceptable. Encore une fois, je vous rappelle que là, au regard des objectifs et de la stratégie d'investissement, que vous achetiez maintenant ou entre guillemets 50 $ plus bas, une centaine de dollars plus bas, ça n'a pas changé grand chose. Voilà. Hein. Pour Bitcoin, toujours rien de bien nouveau. Hein, pareil, on attend gentiment sous le soleil que ça réponde. Mais vous voyez, je ne serais pas surpris que d'un coup, bam, Bitcoin s'effondre et que justement l'Ether en profite pour aller chasser sous les 200 $. On pourrait avoir ce scénario-là. En tout cas, moi, pour l'instant, BTC, je n'en achète pas. Comme toujours, ça ne bouge pas. On est bien dans la structure de range. Je pense qu'une accu se fait avant de péter un bon paquet de stops. Mais voilà, moi par précaution, ici je n'achète pas. Et donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire hier. C'est Pascal qui a vu ça et je trouve ça très intelligent. En fait, tout simplement, il s'est amusé à comparer. C'est-à-dire qu'il m'a dit, alors regarde, en plus c'est vrai, Bitcoin, tu as raison, c'est pas intéressant parce que tu vois, si on prend le prix actuel, qu'on le tire par rapport à la target objective, c'est-à-dire si je vise toujours cette histoire de 100%, enfin de faire un 127, 138 du point bas, si le point bas je le place là, et je me dis, dans ce cas-là, c'est ça le plus bas qu'on aura fait sur la structure consolidante, ça me donne 24 000 et des poussières, quoi. Et en fait, si vous vous placez là, dans ce cas-là, du point actuel jusqu'à la target, ça nous fait même pas 300%. C'est-à-dire, ça multiplie pas c'est 300% de gain sur la position. Bon, c'est pas fantasmagorique, hein. Enfin, c'est bien, mais pour un investissement, c'est pas franchement très vendant. Par contre, évidemment, si on arrive là, qu'on arrive en bas, étrangement, là, on arrive sur un 500, 550, ce qui correspond beaucoup plus à une stratégie d'investissement. Ce qu'il y a, c'est que l'Ether, si on fait la même chose, si on vient là, ça nous fait également un bon 500%. Hein, voilà, donc si on vient par là, ça nous fait alors pardon, là c'est encore mieux, mais si on vient là, voilà, sur le prix actuel, ça nous fait un bon fameux 500%. Ce qui m'invite à penser que l'Ether, peut-être une petite poussée éventuellement, mais là, on est effectivement sur une bonne stratégie d'investissement. Je vous rappelle, ça fait quand même ratio 1 pour 6. Ce 500%, ça veut dire qu'ici, il y a 6 fois ce qu'il y a là. Voilà. Donc, vous risquez 1 pour gagner 6. C'est quand même pas dégueu. Voilà. Moi, je pense que franchement, une stratégie d'investissement, tu me dis, bon, allez, ça a quand même peu de chances de mourir ce truc-là. C'est pas gagné non plus que ça arrive ici, mais voilà, tu me dis 1 pour 6, je te dis ok, il n'y a pas de problème. Voilà, là, on est loin de euro-million où tu as plutôt une chance sur 100 000 de gagner, ou c'est l'inverse, quoi. Bon, bref, voilà, parenthèse refermée sur les cryptos, pas besoin d'en parler 107 ans. Donc, ce matin, patience, et je pense que ces latéralisations me laissent à penser que BTC, ETH, il y aura peut-être encore un petit dump, mais un dump très mineur sur la partie ETH. Mais je m'attends donc, alors par contre, voilà, il faudra qu'il y ait plus de volume que ça. C'est-à-dire que si on n'a pas rect les stops ici, il faudra s'attendre à un volume plus grand sur la prochaine phase éventuelle de baisse. Et je pense qu'il faudra dans ce cas-là aller casser la zone des 200 $ pour aller s'installer très rapidement en dessous. Mais normalement, ça doit aller vite. Hein. Voilà.
on décale. Allez, gold, ça passe toujours pas. Enfin, ça passe toujours pas. C'est d'une lenteur affligeante. Donc on va voir si aujourd'hui on arrive à faire l'avalement haussier. Je pense sincèrement que ça a toutes les possibilités de le faire, hein, c'est-à-dire la bonne vieille structure Morningstar classique. Là, hop, le gold devrait repartir à la hausse, déjà d'une par des détentes de dollars. Moi, je vous l'ai dit, je commence sérieusement à me rattaquer à cet ami dollar parce qu'il me plaît beaucoup. Je pense que c'est là que se trouvent les derniers scénarios. Le silver, même chose. Là, lui, il est venu chercher des acheteurs de long terme, hein. J'aurais jamais cru et jamais imaginé qu'il pourrait venir ici. Alors, du silver, là, je m'en suis remis une grosse patate, hein. J'ai pas fait doucement. Là, j'ai vraiment pas fait doucement. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du buy and hold, pas de levier. Mais là, le silver, moi, à ce prix-là, j'en prends, il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucun questionnement. Je n'hésite pas une seule seconde à en acheter à ce prix-là. C'est de l'achat de long terme. Je m'en fous, hein, que ça aille encore une fois 5-10% plus bas. C'est pas grave. Sur ces prix-là, de toute façon, on reviendra chercher les prix moyens qui se trouvent par là à 19,20. Donc effectivement, je vois pas trop de soucis. La Target 2 et la Target Max, enfin la Target Max me semble un petit peu difficile à atteindre en l'état maintenant. Il va falloir revoir tout ça. Il va déjà falloir attendre que ça stabilise pour pouvoir trouver des objectifs plus comment dire, plus concret. Mais voilà, moi clairement là on est sur des zones où même à long terme à ce prix là il est complètement intéressant d'acheter le silver pour le tirer vers les retours aux moyennes. Donc vraiment première moyenne c'est là et je pense sans problème qu'on ira bien au-delà de ça et qu'on ira donc s'amuser tout simplement à faire un bon vieil écartement volatile, c'est-à-dire des creux et des sommets ascendants et divergents. C'est-à-dire ici on crée de la volatilité. Voilà. Tout simplement qui suit la structure de consolidation qu'on avait ici, où on faisait l'inverse, on contractait les creux et sommets. Là, on est en train de partir divergent, mais je ne pense pas que le marché ait trouvé une tendance. Ouais, je trouve qu'on voit mieux en weekly, en fait. C'est vraiment ça, hein. Moi, pour moi, ce sommet-là, ce bottom-là n'a pas à être cassé. On a déjà terminé les phases de baisse ici, c'est-à-dire que ça, c'est une structure de conso et je la vois assez difficilement aller plus bas. Alors, c'est pas impossible, hein, encore une fois, c'est-à-dire que je dis, moi, qu'on aille ici, ça me gêne pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du buy and hold dans le sens où pour moi, mécaniquement parlant, on ne peut pas aller beaucoup plus bas. Donc voilà, je vais vous donner les limites de ce scénario, mais c'est quand même des limites. Il ne faudra pas non plus garder ça si ça devait aller beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, le maxi pour moi, ce serait de dire on va se faire une correction étendue, on va faire mumuse ici. Mais alors là, j'aime autant vous dire que si on passe de 14 à 10 sur le silver, j'aime autant même pas imaginer la tronche du gold. Mais voilà, donc pour l'instant, moi je pense que le scénario à privilégier, c'est bien entendu les rachats sur ces supports, la cassure des zones ici pour aller chercher dans un premier temps cette zone-là. Et puis je pense qu'on pourra peut-être essayer de targeter la target max derrière, mais ça me paraît quand même pas tout à fait gagné. Mais ça nous ferait une structure classique de type ABC avec une vague B, mais complètement rocambolesque. C'est-à-dire que là, normalement, déjà ici, on aurait dû finir la correction, donc je ne comprends pas l'intérêt de revenir casser ces supports, en tout cas même de revenir les retester, si ce n'est de venir faire une vague étendue ici. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on rajoute 25 à 30% de baisse sur les métaux, après une phase de baisse déjà complètement stupide. C'est pas possible. Je veux dire, si les métaux baissent, c'est qu'on va vers une récession. Donc à bout d'un moment, il faut arrêter de nous donner les conneries, de dire Wall Street va bien et on va continuer à 4% de croissance tout le temps, mais en même temps, on fait perdre 30% de valeur sur les métaux. Voilà, c'est toujours pareil, c'est double discours complètement débile qu'on a en ce moment et que on se demande qui est assez con pour écrire des articles pareils, mais c'est pas grave. Donc encore une fois, pas chercher à comprendre les mouvements actuels, tout est décorrélé dans tous les sens, on fait n'importe quoi. Quand vous avez ce genre de truc, c'est vraiment pas un signe de tendance, c'est plutôt un signe de range. Et comme je vous le dis, quand ça range, c'est souvent que derrière, ça va se retourner, surtout quand ça fait 8 ans qu'on est en croissance. Donc, il faut arrêter de boire les conneries qu'on vous balance à longueur de temps. Vraiment, soyez rationnel. Je vous dis, les décorrélations et les trucs comme ça, c'est vraiment pas des signaux de tendance, c'est des signaux de range. Et quand on range après 8 ans de tendance, c'est généralement qu'on va repartir dans l'autre sens. Ou en tout cas qu'on va avoir de la volate. Donc déjà, vous attendez pas à vous dire qu'on va gentiment casser tous les sommets. Malgré ce que Wall Street aimerait vous faire croire. Donc Wall Street fait tout pour concentrer les flux, ça c'est toujours le thème. Hier évidemment, regardez, hop, les Fangat dans le rouge pour la plupart, sauf Boeing. On va en parler de Boeing, mais voilà, et la magie hier, donc Apple qui vient chercher sa fameuse target. Donc moi hier, 50% de sortie sur Apple, mais pas tout, encore une fois, on vient chercher une target qui était identifiée, donc faut pas non plus se dire tout va plus, c'est la catastrophe. Mais voilà, moi ce qui me fait chier, c'est ce gap, donc c'est nouveau gap haussier pour Apple, je veux dire,
Au bout d'un moment, c'est de la connerie, c'est de la connerie en barre, mais ça continue de marcher. Donc attention, ça peut être un deuxième gap. Deuxième gap d'essoufflement, mais sur plus petite UT. Vous voyez, là, on voit bien les gros gaps, c'est-à-dire les gaps qui distribuent la tendance en weekly. Là, on voit bien un petit gap commun en daily qui peut très bien être lui aussi un gap d'essoufflement, c'est-à-dire si hier Apple a accéléré et juste pour venir chercher la target, faire rentrer les couillons et se péter la gueule, j'hésiterai pas à refoutre 3 fois le même montant qui a été sorti hier à la vente. Encore une fois, hein, Apple, celle-là, je suis gentil, mais le jour où elle va déclencher, je ne vais pas en vendre 3 des actions, hein, ça c'est clair. Celle-là, il faut être patient, mais le jour où elle tombe, c'est tout Wall Street qui tombe avec, et je vous dis derrière, celle-là, elle catalysera toutes les haines comme elle a pu catalyser toutes les euphories depuis des mois, c'est-à-dire voilà, on regarde Apple, on regarde machin, il faut que ça marche, il faut que ça bidule. On va parler Nvidia aujourd'hui, donc qui va réouvrir probablement, je vais aller regarder juste après. On réouvre à combien? -4. Bon, c'est pas fulgurant. Mais donc voilà, sur Netflix, sur Nvidia, donc ça rouvre a priori, donc -4 par là. Voilà, donc on rouvre sur le support. Attention, le support n'a pas cédé. C'est vraiment pas bon signe. Faut voir. Mais vraiment, moi je vous l'ai dit, Nvidia, voilà, ça me gêne. Considérablement parce que voilà, si ça casse, pas de soussaille, si ça casse pas ce niveau-là, c'est boule contre bear. Voilà, on va pas y aller par 4 chemins, c'est vraiment boule contre bear. Je sais pas du tout qui va gagner cette bataille-là. Le problème, c'est que les résultats en soi ne sont pas mauvais. Les résultats sont bons, mais le marché veut sanctionner un peu une guidance un petit peu plus basse pour le prochain trimestre. C'est-à-dire que de toute façon, c'est comme les autres. Hein. On est sur le plafond de profitabilité. Vous voyez qu'on fait moins de profit et on attend en plus une dégradation sur le trimestre suivant. C'est-à-dire que voilà, on a compris qu'en gros, Nvidia, ça y est, ça avait fait le sommet de profit comme les autres. Hein. Comme toutes les actions US en fait. Soit elles l'ont déjà fait, soit elles sont en train de le faire. Même les bulles, faut arrêter. Voilà, au bout d'un moment, Wall Street, faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des billes. Il n'y a plus de profit à faire, si ce n'est essayer de grappiller à très court terme des petits profits sur des valeurs qui n'ont pas encore donné les pics de profitabilité. Mais quand tu as toutes les boîtes US qui t'ont montré un pic de profitabilité, qu'est-ce que tu crois qui va arriver aux autres? Si tu es intelligent, tu comprends quand même qu'au bout d'un moment, elles vont subir les mêmes effets. Voilà, là on a eu des bons des bons quarters tout simplement parce que les mecs ont vendu comme des connos et puis derrière il se passe quoi? Alors ils ont bénéficié des taxes, enfin des abaissements de taxes, des machins, donc, mais tout est pricé maintenant, tout est dans les profits. Forcément, il se passe quoi derrière si l'activité se comprime? Forcément les profits chutent et quand les profits chutent, les valorisations baissent. Donc en fait Wall Street ça doit monter toujours parce qu'on est trop fort et parce qu'on a stimulé l'économie. Non, on a surchauffé l'économie, on le sait depuis le jour où Trump a sorti sa connerie de taxe pleine. C'est pas du tout le moment de faire ça, on fait pas ça en fin de cycle, c'est complètement débile, surtout quand derrière en plus c'est pour taper sur la Fed qui fait son boulot. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Encore une fois, l'économie c'est un cycle, si tu l'empêches de respirer, l'économie elle va juste mourir, donc il faut pas faire n'importe quoi. La récession, encore une fois, c'est une réciproque normale à la croissance. Penser stupidement qu'on peut avoir la croissance forever sans jamais les récessions, c'est juste d'une stupidité affligeante. Et encore une fois, c'est du niveau d'intelligence de Trump. Hein. Voilà, ce mec-là est quand même un énorme crétin, un très bon commercial, mais un immense crétin quand il s'agit de comprendre le fonctionnement des choses. Je vous l'avais quand même mis à un moment donné, le mec était quand même assez stupide pour dire... les lois de la protection environnementale, c'est vraiment de la merde. Si on pouvait couper les arbres en Californie, on arrêterait les incendies. Non mais attends, mais t'es teubé ou tu le fais exprès? Enfin, c'est grave comme truc. Je veux dire, il faut quand même avoir 2 neurones pour oser dire ça. Déjà d'une, espérer que les mecs qui sont à service de la protection de l'environnement, ils sont moins intelligents que toi et que toi, en 3 secondes de réflexion, t'as trouvé la solution. Non mais t'es juste con en fait. Pour oser dire un truc pareil, encore pire que ça, je veux dire, quand t'es président américain, déjà d'une, tu réfléchis et tu tournes ta langue avant de l'ouvrir. Non, lui, il s'en fout, il va nous foutre ça sur Twitter. C'est d'une stupidité affligeante. C'est grave. Voilà, hein. Donc effectivement, oui, couper des arbres, ça peut servir, mais vraiment à certains endroits et encore. Et c'est surtout couper de la broussaille qui est important. Et puis après, il suffit juste de pas... Il suffit juste de pas faire n'importe quoi. Voilà, hein, si tu destroys la planète, tu vas pas te plaindre derrière qu'il fait chaud l'été et que du coup ça brûle et que l'hiver il fait froid. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Voilà, on tue la planète, on paye le prix et puis c'est tout. Voilà.
Parenthèse refermée, désolé pour ça, mais c'est vrai que j'ai des petites convictions environnementales, et quand j'entends parler à un espèce d'imbécile comme ça me fait mal au cœur. Mais c'est Trump, hein, voilà, c'est le genre de mec qui a relancé l'industrie du charbon et qui derrière va se plaindre des incendies. Tu vois, enfin, tu comprends pas le lien de cause à effet. Il se dit qu'il vaut mieux aller taper sur les pauvres arbres dont on a besoin pour respirer, mais que réouvrir les mines de charbon et les faire fonctionner à plein régime pour avoir des électeurs, non, ça c'est pas problématique. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Évidemment, c'est trop complexe. Pour lui, c'est plus simple. Ça brûle, les arbres brûlent, coupons les arbres. Voilà, ça c'est redneck, intelligence avec un QI de 50, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ce mec a quand même réussi à être président, donc il doit bien avoir une once d'intelligence quelque part. Mais elle est bien cachée. Allez, le VIX, donc évidemment, donc de retour, ça continue, ça s'effondre. Moi, je dis quand même bravo les vendeurs de volat. Attention, hein, c'est pas gagné non plus, mais voilà, le risque c'est quand même que ça reparte d'un coup. À surveiller parce qu'effectivement, donc Wall Street hier a fait une séance intéressante sur certains actifs. C'est-à-dire qu'effectivement, hier, c'est le Dow Jones qui s'est relevé majoritairement grâce à Boeing. On va aller en parler immédiatement. Donc voilà, de toute façon, vous avez vu le truc. En fait, vous prenez le Dow Jones, vous prenez Boeing, c'est les mêmes destins. Hein, voilà. Donc Boeing, qui pour moi était tout à fait prêt pour un joli breakout baissier et un des plus moches, hein, parce que très honnêtement, un truc comme ça, là, ça peut être un dead cat bounce. C'est rien, hein, ça remonte pour mieux se casser la gueule. Ce qui est certain là, c'est que Boeing, ça vient là, c'est mort. Hein. Là, c'est vraiment mort. Ça fait beaucoup de contacts sur le même support. J'ai toujours dit, normalement, là, il y avait bien un support. Là, on avait piégé du vendeur ici. Hop, support. Là, pour le coup, qu'on y revienne, normalement, ça cède. Donc, je ne comprends pas le mouvement épidermique de réaction hier de Boeing, de dire oh, « Pitié, non ! Pas un support qui cède !» Parce que, encore une fois, si ce support cède, regardez regardez la suite. Si ce support-là cède, c'est moins 25%, moins 30, moins 40 qu'on enfile en ligne droite sur cette valeur. Autant vous dire, c'est la fin à Wall Street. Donc, comme toujours, j'ai dit à Wall Street, on ne réfléchit pas trop non plus. Le truc, c'est de dire, quoi qu'il arrive, on va de toute façon toujours essayer de faire en sorte que ça se passe bien. D'accord ? C'est-à-dire que, comme toujours, Wall Street, c'est la même dynamique. C'est de dire, il faut absolument sauver le soldat Ryan, quoi qu'il arrive. On sait qu'il va crever, mais on ne veut pas qu'il crève tout de suite. Et on va faire, évidemment, ce qu'on sait faire le mieux à Wall Street. Ça, ça fait des années que ça a toujours été comme ça. Mais c'est vraiment de pire en pire, là, vu qu'on est en fin de cycle, tu sens que les systèmes sont encore plus agressifs. Voilà, tu as ce genre de truc. C'est-à-dire que tu viens là, et là, tu fais, ouah, bam, on démonte tout, on tient une clôture sous l'oblique, forcément, ça, c'est pris pour tout le monde comme un signal de vente. Mais non, on s'arrête juste avant le support, impossibilité formelle de le passer. Et là, derrière, bam, le grosse invalidation le lendemain, on réouvre au-dessus de la bougie. Vous voyez, en fait, ça, on ne fait jamais ça dans l'autre sens à Wall Street. À Wall Street, en ce moment, on ne piège pas les acheteurs, alors qu'on devrait. Hein, c'est clairement un gros piège à con qu'on est en train de faire à Wall Street, de faire acheter tous les imbéciles. Mais il ne faut pas que ça se voit, encore une fois. Voilà, ce qui est important, c'est que, par contre, qu'on piège bien de façon évidente les vendeurs à chaque fois. On vous tend on vous tend les bras, on vous dit, venez, mais en plus, c'est normal de vendre, c'est logique, toutes ces actions sont très chères, elles ne feront plus de profit à l'avenir, on les surprice, venez, voilà, c'est normal de vendre, et puis quand vous venez, bam, on vous enferme, évidemment, on se sert de vos stops pour franchir les résistances. C'est-à-dire que comme on n'a pas de raison de franchir les résistances, mais qu'il faut les franchir pour que les couillons achètent, et bien forcément, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour vous faire acheter, ou vous faire racheter vos ventes. Donc, vous faire vendre. Et c'est ça que fait Wall Street. Ils vous tendent les bras pour que vous vendiez et ils se servent de vous pour dire bah super, allez, un vendeur, ça veut dire une promesse d'achat, donc enfin, je peux trouver des achats. C'est ça, en fait, que veut Wall Street. Tout simplement que vous vendiez, comme ça nous fait des achats derrière. Parce que quand vous vendez, je vous rappelle qu'il y a une promesse d'achat. Quand vous vendez à découvert, vous vous engagez, quoi qu'il arrive, à racheter cette position. Pour vous, de préférence plus bas, pour Wall Street, de préférence plus haut. Comme ça, en fait, vous avez permis au marché de monter, vous avez permis au marché de générer des achats. Il faut vraiment avoir cette pensée duale, cette dualité de la pensée quand vous pensez trading. Pensez simplement achat-vente, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'une, un marché, ça ne peut qu'être acheté. Ça peut être vendu à découvert, ça a été instauré il y a quelques années, mais la vente à découvert, c'est une obligation d'achat. Donc en fait, Wall Street, comme il voit toujours le verre à moitié plein, et pour que tout soit toujours positif,
Si vous vendez à découvert, pour lui, c'est une obligation d'achat, donc c'est cool, j'ai trouvé des achats. Il n'y a pas d'acheteurs à Wall Street. Personne n'achète sur ces prix-là, sauf des particuliers stupides et quelques petits fonds spéculatifs qui font ça à court terme. Et des rachats d'actions. C'est-à-dire qu'à part les entreprises, des fonds spéculatifs à très court terme et des particuliers, il n'y a personne qui achète ici, sauf les spéculateurs qui vendent à découvert. Puisque nous, en fait, on obtient, en faisant ça, si vous le faites avec du levier, votre obligation d'achat, elle est très proche. Encore une fois, vous n'allez pas vous permettre de perdre 30% sur un actif. Donc, plus vous mettez de levier, plus votre obligation d'achat est proche du prix actuel. Et pour Wall Street, c'est un achat qui est disponible. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc voilà, en fait, Wall Street monte pour l'instant en essayant de combiner tous ces catalyseurs, quelques petits particuliers qui achètent de façon stupide, mais eux, ils mettent les stops sous les supports et on ne va pas chercher leurs stops. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On vient les titiller et puis, non, surtout pas, il ne faut pas déclencher les stops des particuliers. Il faut qu'ils restent dans le marché, ces imbéciles. Parce qu'eux, on ne veut pas leur racler un petit stop de 5%. Eux, on veut leur procurer du gain pendant un moment pour qu'ils s'habituent au gain, qu'ils restent bien habitués à la température du marché. Et puis derrière, boum, on les racle et on leur prend 30% d'un coup. Et là, évidemment, quand ils ont perdu 30% sur le capital, ils sont en train de pleurer, et puis c'est là où ils vendent, et ils vendent en bas. Hein, c'est vraiment penser une fois, encore et toujours, le marché, il est là pour piquer le pognon des imbéciles. Il est là pour créer de l'argent, et accessoirement, quand on doit rendre l'argent, il faut faire en sorte que ce soit les imbéciles qui perdent, et pas toi. Donc, dans ce cas-là, évidemment, piquer le pognon des imbéciles. Donc, pensez vraiment stupide, pensez plus intelligent que les gens stupides. Plus intelligent, ayez un coup d'avance, et encore une fois, si on vous donne tort à court terme, c'est pas grave. On est sur des zones où, quoi qu'il arrive, ce qui se passe à long terme ici. On est sur des zones de moyen long terme, on n'est pas sur des zones de stratégie à court terme, c'est pour ça que moi je fais pas d'intraday. De toute façon, c'est soit vous faites de l'intraday ici, mais vous faites que ça, et vous cherchez pas le raisonnement global du marché ici, et vous faites fi de tout ce qui est trading de long terme, mais honnêtement, ça introduit des bruits complètement hallucinant, c'est-à-dire que là, moi, en intraday, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre à chaque fois. Un matin, tu te réveilles, c'est haussier, c'est baissier, c'est machin, le lendemain, tu ne sais pas, donc c'est du grand n'importe quoi, tout simplement pour ces raisons-là. Il y a une bataille de time frame qui n'ont rien à voir. Ces petits spéculateurs de court terme qui essaient de faire n'importe quoi et de tirer ses 50 pips en intraday, mais encore une fois, ces gens-là, ils en ont rien à foutre de la tendance à long terme. Et à côté, tu as effectivement les vendeurs de long terme, les acheteurs de long terme qui revendent, qui distillent leur vente. Donc voilà, c'est une petite bataille entre ce truc-là. Les spéculateurs de court terme qui vont te dire la tendance est haussière, et voilà, le truc habituel. La tendance est là tant qu'elle n'a pas été retournée. Le bon vieil adage boursier que j'ai tellement l'habitude d'entendre que je trouve ça stupide au possible que de croire encore que ce truc est une réalité, mais c'est pas grave. Donc encore une fois, non, en fait la tendance ça représente 20% du temps, 20% du temps sur un actif. C'est-à-dire qu'un actif, la plupart du temps, 80% du temps, il est en range. Donc en fait, quand on vous dit la tendance, non, c'est juste de la connerie en fait ça. La plupart du temps, les marchés sont en range, et effectivement, il y a des moments où les marchés sont en tendance. Bon, sur les marchés actions, c'est un petit peu plus marqué que ça. La tendance prend beaucoup plus de temps, mais la plupart du temps, la réalité, c'est que les actifs sont en range. Donc, arrêtez cet adage de merde qui tient à dire la tendance est là tant qu'elle n'a pas été remise en question. Bon, voilà. Ceux qui font ça, mais pour moi, c'est les manges petits, hein, encore une fois. C'est ceux qui ont raison souvent, mais qui gagnent franchement pas grand-chose dans les marchés. Alors, attendez, je refais un petit tour d'horizon. L'euro-yen, tiens, voilà, on va regarder si... Ouais, c'est bien. Donc l'euro-yen, ça se stabilise. On commence à avoir pas mal de vagues pour se promener sur la potentialité d'un schéma correctif. Est-ce qu'on est venu? Non, on n'est pas venu chercher 138. Donc moi, je dirais patience pour l'instant. Hein. Je pense clairement que dans ce cas-là, le décompte ici, c'est un décompte qui est terminé en 1, 2, 3, 4, 5. Là. Hop. Donc je pense que là, on démarre la structure corrective. Normalement, elle se fait à proximité de la sous-vague 4, puisqu'on est dans une tendance. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Donc pour l'instant, ça ne me semble pas trop mal en termes de découpage de tendance. Et je m'attends donc toujours à une vague 5, donc théoriquement proportionnelle à la vague 1. Mais il va falloir attendre que ça consolide. Donc pour l'instant, je m'attends à ce qu'on patiente un peu. Voilà. Ça, on s'en fout. Voilà, hop. Donc, je m'attends à des phases consolidantes ici avant de trouver des vagues 5, c'est-à-dire, voilà, probablement qu'on pourra peut-être pas tirer aussi loin que j'espérais, mais vous voyez, peut-être juste déjà le bas de ce canal.
et normalement peut-être espérer voir des petits encaissements. Maintenant attention, hein, on peut très bien faire la correction en dynamique, c'est-à-dire là on démarre la correction, c'est-à-dire c'est vague A, et on peut très bien faire ça, hein, c'est-à-dire nous faire le grand classique, en plus vous faire A, B, C, et ici on repart. Et dans ce cas-là, le point d'ancrage ici se fera là. Hein. Et là, vous voyez, hop, ça pourrait nous permettre, avec un 161,8, de venir là. C'était la stratégie qui était escomptée. C'est-à-dire, en plus, j'avais dit, ici, on va zigzaguer un peu, mais je ne vois pas un gros pullback ici. Je ne vois pas de raison, en fait, qu'on reprenne les résistances dans un marché pareil. Donc, là, honnêtement, moi, je ne serais vraiment pas surpris qu'on ait ce type de structure. Mais pour moi, ça reste un schéma consolidant. Donc, je pense qu'il n'est pas temps... Pour l'instant, sur l'euro-yen, ce n'est pas le moment de s'attaquer. Voilà. Parce que déjà, je commence à racheter de l'euro. Hein. Et puis c'est sûr, enfin de l'euro par rapport au dollar. Et puis il me semble que le yen, bon voilà, dans le schéma euro-yen, je pense que de toute façon le yen sera plus recherché que l'euro. Donc voilà, il me semble normal qu'à court terme, on garde quand même un euro-yen baissier pour tirer jusqu'à la fin du scénario. Mais la phase tendancielle de l'euro-yen, où on a euro baissier et yen haussier, je pense qu'on a déjà réalisé cette phase de tendance, tout simplement dans cette phase-là. Hein, voilà. Donc là maintenant, je pense qu'on oscille, on pousse un peu la tendance un peu plus loin parce que vous avez compris la théorie en ce moment à Wall Street et partout, c'est de tirer les tendances stupidement toujours plus loin que plus loin que plus loin. L'euro-yen risque d'aller plus bas, hein, encore une fois, puisque aujourd'hui il faut tirer tout au maximum, on ne sait pas trop ce qu'on fait, donc quand on a un truc à se mettre sous la dent, on le défonce jusqu'à plus en pouvoir. C'est vraiment stupide comme logique. Je rappelle encore une fois que le but des marchés financiers à la base, c'est quand même de trouver un prix d'équilibre, pas juste de défoncer toutes les tendances dans tous les sens pour voir jusqu'où on peut aller avant de faire n'importe quoi. Mais bon, c'est la logique pour l'instant, donc laissons faire Wall Street comme ils l'entendent. Voilà. Bon, bref, allez, pour la partie GBP-USD qui m'intéresse ici, pour moi, la structure. Voilà, je pense qu'on arrive bientôt sur les bouts de structure sur le GBP-USD. On va y arriver si j'arrive à pécho ça. Voilà, hop et hop. Voilà, on va se mettre. Voilà. Hop. Je vais passer en daily là, parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Voilà. Donc pour moi, la structure, c'est ça. Je pense qu'il nous reste une vague de baisse à faire. Alors attendez. Hop. Donc on va voir. Soit c'était vraiment, comme je l'ai mis, 1, 2, 3, 4 et une 5 étendue. Et dans ce cas-là, on est dans la vague 5. Mais je ne pense pas qu'elle soit terminée. Il me semble qu'il reste une petite... voilà, juste pour emmerder le monde, hein, encore une fois. En fait, comme le dollar a cassé ses résistances, je me dis, GBP USD, ils peuvent aller nous la faire jusque-là, juste histoire de faire chier le monde. Mais voilà, ce qui est clair, c'est qu'ici, si vous regardez sur le GBP USD à long terme, regardez ici au niveau du volume profile, ici, il y a une zone à breaker, c'est-à-dire une zone de breakout. Ce qui veut dire que là-dessous, il y a des stops. Voilà. Ça, c'est ça que ça veut dire. Ici, il y a du stop. Voilà. Ici, il y a grave de stop. Et je me demande en fait si le marché va essayer d'aller chercher ces stops. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on ne vient pas les chercher, on cassera la résistance derrière. Ça veut dire que je ne ferai même pas de target 1. Si on échoue ici, qu'on ne vient pas chercher les stops, moi je vise là, dans un premier temps. Mais ça, très clairement, la target ici, je vais viser plus haut. C'est-à-dire que je mettrai ma target 1 ici et target 2, effectivement, probablement là-haut. Et dans ce cas-là, je vise toujours A, B, C. Ça, pour moi, c'était une impulsion. Personne ne l'a vu. Hein. Bon, voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas une forme très impulsive. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, si vous regardez ce marché, ça ressemble plus à une vague correctrice. Et ça ressemble plus à une impulsion, alors que pour moi, on fait l'inverse. C'est-à-dire que ça, c'est une vague correctrice et ça, c'est une impulsion. Donc, c'est fou, parce que dans la dynamique de marché et dans la perception, graphiquement parlant, ça vous donne juste envie de vendre. Et vous vous dites, ah non, mais GBP USD, c'est pas possible, c'est l'effondrement. Voilà. Exactement l'inverse, je pense, mais tout simplement parce que la logique, c'est le dollar. C'est-à-dire que comme il faut montrer un dollar très fort, très agressif, très vite, en fait, ce qui est important en ce moment sur le dollar, c'est que la tendance soit brutale, épidermique, pour vous laisser penser que non, c'est pas grave. Voilà. Encore une fois, là, c'était quand même assez rapide hein, sur la partie dollar, moins sensible sur la partie GBP. Mais voilà, ici, regardez la chute du dollar. Normalement, un truc comme ça doit vous alerter. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'était pas anodin. C'était même. Alors, on a poussé un peu fort. C'est pour ça qu'ici, moi, je rachetais le dollar. Mais je pense sincèrement qu'on a juste à faire ici un actif bien bear, mais que personne ne le voit venir. Et ici, l'important, justement, c'était d'être le plus boule possible pour qu'il n'y ait pas trop de vendeurs qui arrivent trop vite. Mais moi, là, je vous garantis, je suis en train de revendre le dollar et je ne suis pas en train de le vendre gentil, là. Hein, je le vends encore une fois sans levier pour l'instant. Mais là, si on se redirige vers les supports, je vais sécuriser dans la zone bleue. Je peux vous garantir que je vais en garder parce que si on la traverse et qu'on continue plus bas, ici, je vous fous du levier sur le dollar et ça va devenir moche.
Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, tout le monde pense que le dollar est un actif haussier, nanana, vous avez compris le principe, vous connaissez l'histoire. Pour moi, c'est juste un actif bien bear, et dans le meilleur des cas, il arrive à remonter en zone rouge ici. Dans le pire, il se casse la gueule ici, et c'est parti derrière pour une tendance baissière sur le dollar en hebdomadaire. Et j'aime autant vous dire que ça s'appelle une récession. Hein, donc on va voir, mais après avoir fait les couillons sur le dollar, ils vont enfin nous foutre la paix, et derrière, ils vont arrêter de nous casser le marché en entier avec leurs adages du dollar trop fort, je te tape sur les Chinois et j'ai toujours raison. Encore une fois, je l'ai dit, cet adage-là, il va s'inverser. Le jour où il va s'inverser, on va comprendre que, ah merde, en fait, le plus grand perdant dans l'histoire, c'est le dollar. Et puis voilà. Bon, mais c'est petit à petit. Moi, j'ai toujours 1 ou 2 coups d'avance. C'est toujours pour ça que la plupart des gens, d'ailleurs, me tapent sur la gueule à longueur de temps pour me dire, mais arrête de faire ci, arrête de faire ça. Bon, voilà. Non, j'arrête pas. Et le dollar, je le vends. Et évidemment, on verra dans plusieurs mois si j'avais tort ou raison. Et pour l'instant, je cherche surtout des ventes sur ce truc-là. Doucement au début, hein, encore une fois, et puis dès que ça valide, j'y vais. Hein. Mais pour l'instant, on est encore très loin de ces trucs-là. On parle bien des scénarios hebdomadaires. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un petit champ de tir parce qu'on approche des zones résistantes et que pour moi, le dollar a suffisamment fait le con. Et il peut très bien, donc voilà, soit nous faire cette structure-là, c'est-à-dire ici, j'ai fait qu'une vague A et je suis en train de préparer une B pour faire C. Voilà, ça pour moi c'est un scénario totalement possible. Hein. On voit bien les 3 vagues de baisse, ça pour moi c'en est une. Maintenant, soit c'est une vague d'accélération, ça c'est une consolidation, on continue comme des teubés, on arrive là-haut, mais dans tous les cas je vends cette zone de prix. Hein. Moi, on vient à 100 sur le DXY, c'est vente, point barre. Hein. Soit on y va comme ça, hein, je l'ai dit, et dans ce cas-là on fait A, B, C, on y va tout droit, et on fait croire à tout le monde que c'est haussier et que ça c'est une impulsion haussière, mais ce sera juste un range avec une consolidation à plat. Et en fait derrière on continuera de se casser la gueule, mais évidemment... Comme toujours, moi je vous dis, mon job à moi, c'est pas de suivre ce qui est en train de se produire et de comprendre ce que les gens pensent. Non, mon job à moi, c'est de savoir ce que les gens vont penser avant même qu'ils le pensent. Donc moi, le truc, c'est de vous dire, normalement, c'est toujours pareil. Ici, c'est la zone où je vais vendre, comme d'hab, et tout le monde va me dire, mais Phil, le dollar est haussier, arrête de vendre, t'es con, voilà, nanana, comme d'hab, rien à foutre. Moi, j'écoute pas ce que les gens disent, sinon ça se saurait. Évidemment, ici, c'est la zone où ils vont commencer à comprendre que j'avais peut-être pas tort, mais en attendant, ils diront rien. Et puis ici, il n'y a pas de tendance. Ici, c'est la zone où, effectivement, on patiente. C'est la zone où les mecs vont dire non, du coup, là, ils vont dire le dollar est haussier. Ah bon, le dollar est neutre, on ne sait pas trop. Et là, évidemment, ils vont commencer à dire oh putain, merde, mais le dollar était baissier en fait. Voilà. Et puis là, c'est oh merde, vite, short, qui peut, le dollar s'effondre. Et voilà. Là, c'est le moment où les analystes commencent à dire oh putain, ça commence. Effectivement, le dollar est en risque de baisse, mais attention, à ce moment-là, ils ne disent pas encore que c'est baissier. C'est toujours pareil. Mais c'est 2 métiers différents. Je ne critique pas les analystes, hein, vraiment que ce soit clair. C'est juste 2 métiers différents. Mais comme les analystes me cassent les couilles, moi je rends les coups au bout d'un moment. Si vous me foutez la paix, je vous fous la paix, mais il ne faut pas m'emmerder. Le truc c'est ça. Et ici évidemment c'est ah putain merde, tendance baissière. Évidemment là tout le monde court après les prix. Et ils vont dire alors cassure des supports et compagnie. Et puis quand on arrive là, évidemment c'est toujours pareil. Forte tendance sur le dollar. Et ici c'est là que les spéculateurs encaissent quoi. Donc voilà, les analystes, ils n'ont pas toujours tort, mais eux, ils commentent ce qui se passait le coup d'avant. Donc le truc, c'est que ici, ils vont vous dire c'est haussier, alors que non, en fait, ici, c'était baissier, et puis ils achetaient, ils disaient pas d'acheter, mais ils étaient en train de dire les targets sur le dollar sont la cassure des 103 $, puis 105, 110, machin, voilà. Eux, ils sont en train de se projeter sur la continuité du marché. Moi, je suis déjà en train de me projeter sur le mouvement suivant, qui sera pour moi baissier. Après, j'ai tort, j'ai raison, j'en sais rien. Mais petit à petit, vous voyez que le sentiment de marché, lui, va se dégrader, alors que moi, je serai déjà en position. Et puis évidemment, quand on arrive ici où tout le monde se dit « Oh putain, merde, mais le dollar est bear », eux, ils sont là en train de courir après les prix. Moi, je suis déjà bien installé, et c'est à ce moment-là où je peux mettre du levier sans prendre le moindre risque. Voilà, parce que même si je me trompe et que le marché fait un gros pullback derrière, je ne peux plus perdre de pognon. Mes stops, ils sont là, en général, derrière, et après, ça s'écroule. Et puis c'est là où je fais des gros gains. Voilà. Après, si j'ai raison. Donc le dollar, ça reste toujours pour moi le scénario à mettre en place, mais il va de soi que là, on est en plein été, il ne se passe rien, on se fait chier, hein, on ne va pas s'y aller par 4 chemins, on se fait très très chier en ce moment en tant que spéculateur, à court terme, à moyen terme, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi je pense que honnêtement, là, il faut juste être patient, faire des achats de long terme intelligents, c'est-à-dire se positionner sur les actifs qui pour moi sont sur des zones d'activation à long terme, comme par exemple gold, silver, ce truc-là, il faut en acheter. Ça peut aller plus bas encore une fois, hein, mais bon, si vous y allez mollo et que vous ne prenez pas trop de risques, normalement il y a un gain facile à faire là-dessus. L'euro-yen, c'est la stratégie, elle arrive plutôt en fin de validation, donc là on laisse filer
On attend que ça consolide et un petit renfort pour moi pour jouer la dernière phase. Et puis après, j'encaisse et terminé. La UDNZD, bon, celui-là, c'est un scénario qui mettra des mois à se replacer. Tout ce qui m'importe, c'est que je ne veux pas le voir casser des supports. Hein, voilà, ça, c'est le truc à surveiller. Vous voyez, on vient ici, on retravaille le support overlap vague 1. Je veux qu'il tienne. Parce que si ça ne tient pas ici, regardez la structure dans ce cas-là, ce que ça fait. Le problème, en fait, dans cet actif-là, c'est que s'il n'est pas en tendance, il va m'emmerder, tout simplement parce qu'il va faire des ABC. Vous voyez, c'est-à-dire que si dans ce cas-là, ça fait ABC, 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 ABC. Là, ce serait très chiant. Moi, je veux qu'on casse cette putain de résistance, tout simplement parce qu'ici, on a fait 3 structures de vagues haussières, et normalement, ça, c'est une structure d'accumulation acheteuse, qui fait que normalement, comme on a bien tenu ce bottom, même si ici on a fait une conso bien plus large, bien plus longue que j'imaginais, normalement on n'a plus de pullback à faire. Normalement ici on ne doit plus baisser, on doit juste monter. Et là, c'est pas grave. En fait, le fait qu'on soit venu faire l'overlap 1,4, c'est très bien. Ça annonce une 5 étendue. Hein. Voilà. Donc une 5 qui fera normalement au minimum 200. Et très franchement, moi je pense qu'on va chercher la target 2, c'est-à-dire les 1,18 qui me semble être un strict au minimum. Donc je vois bien plutôt cette zone-là comme zone de confluence technique. Prochain arrêt, tout simplement, cette zone-là a déjà été traitée. Donc la prochaine zone où il y a du volume, pour moi, c'est là-haut. Et je pense qu'on se dirigera là sans trop de problème. Sur la prochaine vague. Et qui ne sera pas la dernière. Hein. Je vous rappelle, ici, ce sera tout simplement la fin de la vague 3, à laquelle suivra une consolidation vague 4, et puis une vague 5 pour aller chercher. Voilà. C'est vraiment pas fini pour moi sur la partie AUDNZD. Au contraire, la plus belle partie des gains va pas tarder à arriver. Moi, ce que je voulais, comme d'habitude, toujours pareil, hein, je sais que ça peut paraître compliqué derrière, mais moi, je veux juste un schéma. Là, je pense qu'on est dans la structure tendancielle sur la UDNZD. Tout ce qui m'importait, c'était de savoir quelle va être la vague étendue, celle où je vais me foutre le levier max. Bon, je suis déjà 7 là sur la UDNZD et je m'attends à passer encore plus. Hein. Mais pour l'instant, voilà, j'attendais d'avoir des informations techniques sur la structure. Là, il y a toujours un risque que ça rebaisse. Donc, me foutre levier 15 ici, ce serait complètement stupide. Ce serait non seulement extrêmement dangereux et pour rien en fait. Parce que là, on peut très bien, vous voyez, hop, juste faire une petite baisse, là, une petite mèche. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de clôture vers ces zones-là. Normalement, on ne doit pas rentrer dans le domaine de la une et on doit venir faire l'overlap, mais attention, on peut très bien faire une petite méchasse en dessous, hein, c'est pas un problème. Donc il ne faut vraiment pas vous bloquer sur le scénario AUDNZD. Moi, je ne serais pas surpris qu'on fasse un petit, hop là, voyez, un petit petit truc chiant. Maintenant, je vois bien quand même la structure ABC, c'est-à-dire A, B, C. Donc normalement, on a fait les 2 vagues de conso. Ce qui me gêne, c'est que voilà, par rapport à la durée de la conso de la vague 2, la vague 4, par contre, dans un schéma 1, 2, 3, 4, 5 étendu, la vague 4 est généralement souvent courte. C'est-à-dire qu'elle dure pas souvent longtemps. Et effectivement, là, on respecte cet adage, c'est-à-dire que malgré la longueur et la complexité de la conso ici en vague 2, la vague 4 peut être très courte. Et effectivement, c'est surprenant et ça va prendre tout le monde de court. Et là, le marché peut très rapidement se rediriger vers la vague. Ça peut très bien, par contre, passer un long moment ici d'accumulation avant de repartir. Mais ce qui est important, c'est qu'on se maintienne dans cette zone de prix, qu'il y ait un support qui soit fait ici. Si ce support est fait, tout simplement, il faudra noter cette oblique. C'est-à-dire que, comme toujours, je vous dis, on est obligé de prendre normalement le canal de tendance. Alors, normalement, on va prendre l'oblique ici. Voilà. Alors, on va y arriver. Hop, hop, voilà. Normalement, cette oblique-là sera cassée par la vague tendance étendue. Je vais y arriver à la coller, c'est pas possible. On va se remettre en daily. Voilà, donc notez bien ce truc-là, c'est-à-dire que déjà là, ça vous donne une idée du rythme de marché. Ça va être costaud hein, la prochaine vague normalement, puisque on doit théoriquement casser cette ligne de tendance. C'est-à-dire que l'objectif là, target 1, target 2, on doit le faire en dépassant ça. C'est-à-dire, comme je vous dis, moi je m'attends à un truc maintenant où effectivement la projection graphique pour ma part, ça on s'en fout. Voilà, la projection graphique pour ma part maintenant, c'est on passe peut-être un peu de temps ici, je m'en fous hein, du temps qu'on passe, mais dès qu'on y va, c'est hop. Vous voyez, ça va faire hop, hop, hop. Je pense que c'est vraiment un truc extrêmement rapide, ou alors un truc comme ça. Voilà, c'est totalement possible qu'on se la joue comme ça, en général. Voilà. Là, vous dites, on aura une petite sous-1 à faire, c'est-à-dire ici, peut-être, hop, un premier départ, ça cale, un deuxième départ tendanciel. Je pense que c'est la vague. Alors attention, parce qu'on peut aussi avoir le schéma. Généralement, quand la vague 5 est la vague étendue, c'est la sous-vague 5 qui est étendue également. Ça arrive. C'est-à-dire que là, vous voyez, ces décomptes là, 1, 2, voilà. Normalement, la vague 5, elle va faire ces mêmes sous-décomptes avec généralement l'amplitude. Donc là, c'est-à-dire que les vagues, elles ont duré du 19... Alors, combien de bougies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alors, on va dire une dizaine de bougies.
Même chose là, donc une dizaine de bougies pour vague haussière. Donc là, on va compter une dizaine de bougies. Voilà. Théoriquement, on pourrait faire un truc comme ça. Une vague 1, une vague 2, une vague 3, de taille et d'amplitude proportionnelle. Voilà. Une vague 4 plus rapide mais overlap. D'accord. La même structure en fait que celle qu'on est en train de faire là, mais sur un décompte inférieur. Et la vague 5 étendue. Et là, on y va comme des teubés. Voilà. Théoriquement, c'est ça qu'on devrait avoir. Voilà. Okay, avec au sein de cette vague 5, un nouveau décompte, 1, 2, 3, comprenez le principe. Voilà. Donc, selon le délire, pour moi, c'est vraiment une tendance qui doit accélérer la UDNZD. Donc, on va voir, hein, faut pas, je ne serais pas surpris qu'il y ait encore beaucoup d'oscillations vers cette zone de prix et que, par exemple, notre vague 1 n'arrive pas, bloque à ce niveau-là. C'est-à-dire, on vient là, hop, on vient chercher, ça revend tout de suite. Ça n'arrive pas à passer, et puis ça force le passage. Vous voyez, je ne serais vraiment pas surpris que, pour moi, la structure de tendance se construise comme ça. On y va tout doux et que là, en fait, pendant les prochains mois, on se fasse chier sur la UDNZD. Mais quoi qu'il en soit, celle-là, je ne sors pas. Et une fois qu'on va arriver dans cette phase-là, là, oh putain, ici, je vais passer au-dessus de 10 sur la UDNZD en levier et ça va être costaud. Hein, parce qu'effectivement, là, il y aura des gains à faire de 5%. Avec un levier 10, ça fait 50%. Hein, voilà. Donc à voir. Allez, l'USD MXN, c'est les autres scénarios que je surveille. Ça travaille la zone ici. Toujours la question de savoir si on fait un ABC ici. Pardon. Je vais essayer, voilà, en passant 2 heures. Voilà, la question pour moi, c'est vraiment de savoir ça. Est-ce que là, on a déjà fait l'ABC ou alors est-ce que ça, c'est juste une vague A? Ici, on consolide B à plat et dans ce cas-là, derrière, c'est une C qui nous attendra. Donc voilà, moi, il n'y a pas de problème. Les ventes que j'ai prises, les stops sont là. Si on remonte, je sors et je revendrai bien évidemment la vague C dans ce cas-là, donc proche du 61, voire 76,4. Mais dans ce cas-là, j'aurai probablement cette zone-là. Okay, donc ce sera tout simplement sortir temporairement de l'USD MXN pour lui recoller double dose un petit peu plus haut. Mais pour l'instant, ça me semble bien orienté. L'USD CNH hier, joli avalement baissier avec clôture tout en bas. Je pense que là, on a le signal. Hein. Bon, alors encore une fois, la plupart des gens attendent des signaux pour trader. Là, si ça, c'est pas un signal que l'USD CNH est en train de se foutre de votre gueule et qu'on arrive sur le sommet du range et que ça risque de se casser la gueule aussi sec que c'est monté. Donc voilà, moi je m'attends à des phases de conso maintenant, donc sur ce truc-là, de l'ordre de franchement 61% de retracement minimum. Donc ici, hop, hop. Voilà, hein, je m'attends franchement à ce qu'on vienne chercher ces zones-là en vague C. Hein, donc voilà. Et comme il n'y a rien ici, je me dis celle-là me semble même pas me semble pas impossible. Donc effectivement, des structures de ce type, hein, ABC, me semblent totalement envisageables sur cet actif-là en consolidation. Sur le Forex, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et ça me paraît pas mal. Voilà. Donc sur la partie indicielle, sur la partie action, pardon, surveillez toujours Apple. Je reste vendeur d'Amazon pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Nvidia à surveiller aujourd'hui, ce sera très intéressant. Et surtout, voilà, General Electric. Aujourd'hui, je veux la voir faire un avalement haussier, ce serait bien. On n'est pas allé chercher le support, mais j'aimerais bien que ce soit un piège, vous voyez, qu'on remonte assez rapidement sur ce truc-là. Normalement, on est supposé baisser en trois phases de baisse, vu qu'on a cassé le support. C'est-à-dire que normalement, ça fait 1, 2, 3. J'aimerais bien, voilà, hop, 4, 5. Et ici, ce serait bon pour acheter. Encore une fois, impatience, je cherche juste des schémas techniques pour avoir un cadre technique. C'est-à-dire que là, pour moi, il est impossible de trader quelques signaux que ce soit. Pour moi, on n'est pas sur la zone où le cadre technique se travaille. Donc voilà, moi, c'est ça que je recherche comme schéma. Où effectivement, du coup, ici, on viendra construire une vague 1, une vague 2 en pullback, théoriquement, sur la zone support. Et derrière, je m'attends donc à des phases ascendantes, c'est-à-dire là, la fin des schémas baissiers et donc la formation d'une structure de type rounding bottom, qui est un grand classique des structures de retournement de marché. Donc voilà, hein, je m'attends ici pareil à une vague 5 étendue, c'est-à-dire que je m'attends à ce que cette action-là délivre son plein potentiel en pleine récession américaine. Je vous rappelle, c'est un actif refuge, en fait, le General Electric, enfin, c'est considéré comme tel, c'est-à-dire c'est une valeur dans laquelle on peut se mettre effectivement en phase récessive pour faire un petit peu de croissance, puisque quoi qu'il arrive, même en récession, il faut quand même produire de l'électricité et la consommer. Voilà, donc le délire ce serait vraiment ça, petit à petit on forme la structure de bottom. Je ne sais pas encore une fois pas combien de temps prendront ces cycles, je n'en sais franchement rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que normalement ici effectivement les phases consolidantes, dans ce type de schéma, les phases impulsives sont très impulsives, les phases consolidantes sont très très lentes. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à consolider dans ces actifs-là. Voilà.
et les impulsions sont assez fortes. Voilà, donc je pense qu'il ne faudra pas rater ces impulsions et il ne faudra surtout pas oublier les cases TP parce que ça consolidera derrière pendant longtemps. Voilà. Donc le schéma pour moi c'est vraiment ça, à long terme, vous voyez, hop, ouais, on se fait le rounding bottom, et boum, évidemment ici c'est là où tout le monde vous dira, ah votre General Electric c'était haussier, mais il n'y a que ceux qui auront investi en bas qui pourront prendre un max de pognon. Voilà, le VIX, on va le laisser consolider. Allez, voilà, je voulais terminer sur ça. Donc sur la partie Nasdaq, hier qui n'arrive pas à transformer l'essai. Alors sur le Dow Jones, oui, mais je vous dis, c'est uniquement dû à Boeing. Et Boeing, ça me semble plus être un rebond du diable avant potentiellement de retomber. Donc Boeing, je la surveille. Hein. C'est clair, Boeing, elle casse le support, je la démonte. Mais je la démonte complet. Hein. Mais pour l'instant, ça passe pas et le Dow Jones rebondit. Mais voilà, quand vous voyez la structure du Nasdaq hier, ils ont essayé de nous piéger et en fin de journée, ah merde, ça a rebaissé, pas bon. Voilà. Bon, ce matin, il se rattrape encore un peu, un tout petit peu, mais c'est pas fulgurant. C'est-à-dire que là, on est à 381, on est toujours à peu près à l'équilibre, toujours sur les niveaux de prix. Donc, si vous regardez ça en intraday, moi, je trouve pas ça très beau. Je trouve pas ça moche non plus, mais attention à ce que ce soit pas une structure accélérante. Vous voyez, le principe, c'est hop. Et là derrière ça dégueule tout. Je suis toujours vendeur sur le Nasdaq, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça c'est une structure dégueulante. Vous voyez vraiment, c'est hop, on freine et puis là très rapidement, on lâche tout d'un coup. Et là on enfoncera tous les supports. Comme je l'ai dit, Nasdaq pour moi c'est un crack derrière. Lui il est prêt pour partir, c'est 30% à la baisse. Mais le problème c'est Apple. Voilà. Le problème, c'est vraiment Apple. Et comme Apple ne lâche rien, et que en plus, comme je vous le disais hier, Buffett achète Apple, donc tout le monde est tétanisé et personne n'ose s'attaquer à Apple parce que personne n'ose s'attaquer à Warren Buffett. Mais encore une fois, je vous l'ai dit hier, faites attention, Warren Buffett, enfin je l'ai dit aux Anglais en fait. Warren Buffett, voilà, on va terminer là-dessus avant les questions. Warren Buffett, il faut vous poser la bonne question. Est-ce que ce mec-là est un dieu vivant qui a tout compris au marché, ou est-ce que ce mec-là est juste un financier qui, comme tous les financiers, gère son risque? Moi, je vous donne la réponse, il gère son risque, point barre. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas le même type de risque que vous, parce que lui, il a des milliards et des milliards à gérer. Mais il ne fait que gérer son risque, en fait. Donc, si vous pensez que... On va prendre Apple, voilà. Encore une fois, mettez-vous dans la peau des gens qui réfléchissent intelligemment et pas des gens qui font n'importe quoi et qui voilà. Warren Buffett, il n'est pas en train de se dire chouette, je sens qu'Apple va monter, je le sais. Non, et encore une fois, la certitude, c'est pas l'apanage du trader. Tort, raison, tout ça, c'est l'apanage des cons et des imbéciles. Donc Warren Buffett ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas plus que moi. Tout ce qu'il sait, c'est que probablement ici, il peut tenter le coup de la bubule, c'est-à-dire de se dire ah chouette, on a franchi l'oblique, il y a personne qui trade, il y a peu de liquidité, effectivement, bon ça ne coûte pas très cher d'essayer de forcer un peu la main pour voir s'il y a des imbéciles qui vont acheter derrière. C'est probablement ça qu'il est en train de faire, c'est de forcer un peu la main au marché pour dire allez, on va essayer d'enclencher le mouvement et on va voir si les imbéciles suivent ou non. Mais encore une fois, Buffett, il n'a pas acheté hier. Buffett, il a acheté sur le support, il a acheté là, il a dû dire bon allez, ça manque un peu de conviction. Comme je vous dis, moi quand on était là, je vous ai dit, je sens que le marché il est hésitant et que s'il lâche, c'est ligne droite et on va faire le saut à l'élastique. Et je vous ai dit, je vous l'ai mis en plus sur un GIF parce que je trouvais que ça parlait bien ce GIF. Il fallait vous le rechercher une petite seconde. Ah, voilà, c'était celui-là. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je voyais Apple et je me disais, putain, ils ont vraiment besoin d'un petit coup de pied au cul pour régler le problème parce que là, ils commencent à plafonner. Enfin, ça passait pas. Et puis, il se passe quoi? Je vois qu'il n'y a pas de volume sur le support. Et bon, voilà. Bon, en gros, il a dû se dire à ce moment-là, allez, vas-y, on y met un petit peu, on en achète. Et puis, ça devrait aider à franchir les résistances derrière. Et puis, si on peut faire du pognon, tant mieux. Mais encore une fois, Buffett, vous pensez sérieusement qu'il a acheté ses Apple ici? Vous pensez que c'est ça son point d'entrée à Buffett sur Apple? Non, ici il a dû mettre 2. Et comme il a dit, je crois que c'est 2 milliards qu'il a mis ici, c'est-à-dire rien à hauteur de son fonds. Mais c'est surtout que Buffett il en a acheté là, et on a acheté là, et on a acheté là, et on a acheté là, il en a acheté avant les résultats. Donc en fait, Buffett à long terme, lui, il doit avoir un prix moyen d'Apple a priori par là, je pense, vers du 140, 150. Ce qui fait que s'il se prend une petite tartasse et qu'il se prend un petit revers ici demain, et que pour une raison X ou Y, ça tombe. Buffett, est-ce qu'il prend un risque? Non, il prend le risque de rendre des gains. Encore une fois, rendre des gains, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, quoi. Et Buffett, croyez-moi, se plante aussi. Mais évidemment, comme il a plus de pognon et que les gens regardent ce qu'ils font, il y a toujours cet effet mouton dans le marché qui est assez impressionnant. C'est lié à la psychologie humaine, encore une fois. Il y a ceux qui prennent les décisions et ceux qui gagnent du pognon. Et puis il y a ceux qui essaient de comprendre les décisions des autres et qui suivent.
Voilà. Et ça, évidemment, c'est deux psychologies complètement différentes dans le marché. Moi, vous savez clairement de quel côté je penche, mais voilà, encore une fois, après, moi, je fais partie de gens qui acceptent d'avoir tort, et je pense que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans le marché, pas en essayant de savoir ce que font les autres, enfin, pas en essayant de suivre ce que sont en train de faire les grosses mains, mais en essayant d'anticiper ce qu'elles vont faire et de le faire en même temps. Et après, bah, évidemment, vous pouvez pas savoir tant que les prix sont pas validés. C'est pourquoi mon schéma, c'est toujours le même. Je spécule, j'essaie d'imaginer ce que sont en train de faire les autres, qui ont de l'argent, et qui théoriquement normalement font comme moi, c'est-à-dire gèrent leurs risques et se positionnent sur les endroits où bah, évidemment on ne voit pas encore. Vous pensez sincèrement que Warren Buffett il achète quand ça monte? Eh non, Warren Buffett il achète quand les mecs vendent. Je vous dis toujours ça, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne dans un mec qui a des milliards à exécuter. Si vous avez des milliards à exécuter, vous ne pouvez pas acheter au marché quand le marché monte. C'est pas possible. Parce que si vous achetez quand ça monte, vous éclatez complètement les carnets d'ordre avec des milliards d'euros, avec des milliards de dollars. Donc non, vous êtes obligé d'acheter quand les gens vendent. Donc vous achetez quand il y a un flux vendeur et c'est comme ça que vous trouvez des achats. C'est aussi con que ça. Quelqu'un qui a de l'argent, qui est dans un gros fonds, il est toujours la contrepartie de gens qui vendent au marché, c'est-à-dire de gens qui suivent la tendance. En fait, quand vous suivez la tendance, vous êtes souvent la contrepartie de quelqu'un qui a de l'argent et qui, lui, est en train d'acheter votre tendance. Mais lui, il se prépare déjà pour le mouvement suivant. Et moi, je fais le même boulot. Voilà. Donc, évidemment, bah, ça ne se voit pas tout de suite. Et puis, c'est surtout que comme on spécule, on n'est pas certain que les autres sont en train de faire la même chose. Donc, nous, après, derrière, moi, en spéculation, comme j'ai pas le même volume et que j'ai pas accès aux mêmes informations qu'eux, je suis obligé de faire des approximations, des suppositions. Et après, quand j'ai bien supposé, normalement, ça paye grave. Quand j'ai pas bien supposé, je me prends une petite perte. Mais c'est comme ça. OK ? Donc bref, Warren Buffett n'est pas stupide, lui il prend pas les risques. Par contre, vous, si vous vous amusez à dire ah chouette, Warren Buffett a acheté du Apple, j'achète Apple. Non, lui il a acheté là, déjà il a pris moins de risques. Si vous achetiez Apple hier, c'est cool, mais si aujourd'hui on fait avalement baissier clôture du gap, je vous garantis que vous êtes mort. Et vous allez prendre une perte sèche. Warren Buffett, il vous aura juste pris pour un con, et puis probablement que voilà, il va pas perdre grand chose lui dans l'histoire. Donc faites attention avec ces adages boursiers stupides, de dire si Warren en achète, c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un petit effet autoréalisateur débile qui fait que la plupart du temps, quand Buffett fait quelque chose, les gens se disent oh putain, il faut absolument pas faire l'opposé quoi. Voilà. Donc c'est ce truc-là qui est assez rigolo, je trouve souvent, c'est que vous avez des gens qui comprennent rien à rien, mais qui ne comprennent pas rien à rien, mais on fait pas le même métier, voilà. Et qui vont vous dire, mais attends, les gros fonds achètent, Warren achète, il faut pas que tu vendes. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas ce qu'il fait, Warren. Ça se trouve, il a juste acheté un peu et puis il est déjà en train de te revendre parce qu'il voit que ça marche pas pour lui. Mais voilà. Moi, je suis pas certain que Apple va partir en bulle. Il y a un vrai gros risque. Et c'est peut-être ce que Warren Buffett est en train d'essayer de tenter dans un pari spéculatif. Mais il faut bien être conscient que lui, il le fait dans un pari spéculatif parce qu'il a surtout des achats bien plus bas que les prix actuels. Et là, en fait, il va juste essayer de forcer un peu le destin parce qu'il en a les moyens. Mais encore une fois, si ça s'inverse, c'est pour ça que moi je vous dis, il faut surveiller le news flow d'Apple. C'est le truc qu'il faut se dire. Voilà, par exemple, hier j'ai regardé ça, apparemment un gamin de 16 ans aurait hacké le machin. Et là, vous voyez quoi? Apple rassure les utilisateurs. Ouais, tu rassures, c'est bien, mais c'est pas très rassurant à la base qu'un gamin de 16 ans ait réussi à rentrer dans tes bases de données, quoi. Bon, ça c'est la base, mais c'est pas le genre de newsflow qui m'intéresse. Moi, j'attends de voir le moment où les Chinois vont un petit peu commencer à taper sur Apple, et je pense qu'ils vont pas tarder à le faire. Mais gentiment, ils vont y aller tout doucement, mais moi, c'est les pré-signaux que je veux, encore une fois. Je veux voir le newsflow passer d'un newsflow complètement positif, et qu'on commence à sortir de l'idée de 1000 milliards, d'un trillion de dollars et compagnie, et qu'on commence à se dégrader un peu les newsflows, et quand le newsflow va se dégrader, vous allez voir petit à petit, moi je pense qu'il va falloir s'attaquer à Apple, parce que pour moi ça a vraiment la tronche de gap d'essoufflement, tous ces trucs-là, sauf si ça prend, voilà. Mais si ça prend, je veux voir un décollage complètement vertical. Donc la journée aujourd'hui sera intéressante sur Apple, on va voir si ça enchaîne une deuxième journée de hausse, pareil 1-2%, et que ça clôture tout en haut. Bon, vous avez compris le truc, c'est-à-dire qu'en fait le relais haussier de Wall Street ça va être Apple, et uniquement Apple, et pendant tout l'été on n'achètera que du Apple, le reste sera en train de mourir déjà, mais c'est ce qui permettra donc au S&P 500 d'aller chercher son sommet et des trucs comme ça. Okay, donc c'est bien toujours pour moi les deux scénarios, et en fait aujourd'hui il n'y a plus qu'Apple. Voilà. On ne va pas y aller par quatre chemins. Boeing sera probablement le catalyseur s'il parvient à survivre, mais j'y crois pas une seconde, je pense que Boeing va juste se péter la gueule derrière. Donc je pense qu'on va essayer de sauver Boeing, essayer de sauver le timing, c'est-à-dire essayer de mourir par là sans franchir la résistance. Essayer de mourir ici et puis attendre de s'en reprendre une dans la gueule pour Boeing. Mais
faire gagner du temps pour qu'on arrive à tenir un petit peu tout ce merdier, faire en sorte que Wall Street arrive au sommet. Mais c'est pas grave, encore une fois, et comme je vous l'ai dit, ça me gêne pas. Moi-même, ça me plaît, parce que ça veut dire qu'on va avoir de la volate plus vite que prévu. Et de la plus grosse volate. C'est-à-dire que là, en fait, Wall Street veut vraiment ce schéma-là, même si c'est pas le mieux pour lui. Hein. Clairement, ça veut dire qu'on finira pas l'année et qu'on va rentrer dans un schéma récessif, pré-récessif, avant la fin de l'année. Alors que tout le monde, et vous dit encore, on est parti pour 50 croissance et compagnie. Voilà. C'est vraiment pas le schéma le plus intelligent. Le plus intelligent, c'est celui-là. Là, c'est on lâche tout, on vient sur les supports et on s'offre le sommet historique en 2019. Ça nous permettra de gagner un an sur la visibilité. Ça nous permettra de gagner un an sur les timings et de laisser l'opportunité à l'économie de survivre un peu à tout ça. Là, on s'amuse à faire les gugus. Moi, je vous jure, hein, ici, je vends, il n'y a pas de problème et ce sera pour du big short. Hein. C'est-à-dire que derrière, on ne reviendra jamais chercher ces prix-là. Et par exemple, 3000 pour le S&P 500, ce sera la milestone. On ira probablement un peu au-dessus, hein, comme d'hab. On va déclencher les unes de journaux, mais 3020, 3021, S&P 500, il faudra s'y attaquer par là, quoi. Et là, big short, et je vous dis, derrière, c'est grosse chute. Ça remontera, hein, on reviendra derrière, mais on ne reviendra, quoi qu'il arrive, plus jamais chercher ces prix. Donc les ventes que je prends là-haut, après, celles-là, je les garde pendant 2 ans. Voilà. Allez, on a fait le tour, questionne, et on passe au reste. Allez, non, c'était pas le dernier point Ether, hein, on l'a fait ce matin, mais voilà. Alors, mais ouais, merci beaucoup. À chaque fois, hein, Simon, c'est super sympa ce que tu fais. Ah ouais, en même temps, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Moi, je te dis, j'ai toujours vu les gugus qui disent Shanghai, c'est qu'ils sont jamais allés en Chine. Voilà. Tu sais qu'un dit Shanghai à un Chinois, il va te regarder avec des grands yeux, il va te dire c'est quoi Shanghai, ça veut pas dire, ça veut probablement dire quelque chose, mais ça veut certainement pas dire la ville. Hein, donc, voilà. Enfin, c'est vraiment Shanghai, si tu veux le dire en plus. Travail. Alors, est-ce que le Ripple n'aurait pas plus de potentiel en investissement? Alors, il se trouve qu'en plus du Ripple, comme je l'avais dit, j'en ai malgré moi. Parce que j'en avais acheté, alors en plus avec un prix tout pourri, je vous rappelle l'histoire pour ceux qui suivent, ça avait été acheté sous résistance parce que je m'étais planté avec les ordres sur Bitstamp, tout ça, ça avait été un carnage, donc j'ai fait n'importe quoi. Pire que ça, derrière, j'étais allé me coucher, j'avais un moment, j'avais supprimé les stops, j'avais oublié de les remettre, et puis j'ai fait n'importe quoi. Donc en gros, Ripple, je l'ai acheté à un prix pas très bon. Mais je les tiens, voilà, maintenant, je ne vais pas les sortir en bas, ce serait complètement con. Donc je garde mes pauvres Ripple, et, voilà, j'en ai malgré moi. Mais bon, du coup, c'est du buy and hold sur les Ripple. Après, j'en avais 500 balles, hein, qu'on soit bien d'accord, c'était pas non plus. Mais j'en ai malgré moi. Si on repart à la hausse au niveau BTC, comment les 1500 alt vont mourir? Rassure-toi, on trouvera un moyen. Il y en a probablement déjà un bon paquet qui sont mortes, ou en tout cas qui remonteront jamais. Hein, voilà. Encore une fois, que tout le monde est baissé, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qui est racheté derrière. Il y en a plein qui ne seront pas rachetés, tout simplement. Ou alors elles auront des petits pumps spéculatifs très rapides, mais elles n'arriveront pas à renforcer et à structurer la valeur. Voilà. Donc faudra voir tout ça. Si tu veux, on en parlera plus tard, mais quoi qu'il en soit, les alts vont crever, quoi. Enfin, je pense. Il y en aura une bonne partie qui vont mourir. Alors, 4 mai 2018, 74 milliards de titres Apple, ceci rajoute dans son fonds, qui en fait le titre principal de son fonds. Oui, non, mais encore une fois, Warren Buffett, il fait des coups. Mais ce qui est fou, c'est comme je vous dis, il faut bien comprendre que Buffett, il a ce double avantage d'une part, il a une liquidité qui suffit pour influer sur un actif. C'est-à-dire qu'il peut clairement faire la différence, et c'est le genre de mec qui a des couilles, Buffett. Hein. Mais des couilles, mais pas des couilles de taureau stupide à la Golden Boy Wall Street. C'est-à-dire que la différence de Buffett, si vous étudiez un peu sa psychologie, c'est qu'effectivement, c'est un mec qui a c'est un statisticien. Voilà. En fait, je pense qu'on fait le même boulot avec Buffett, sauf qu'il le fait avec un tout autre talent que moi. Il est vraiment, lui, il a du génie dans ce niveau-là. Mais c'était un comptable. Enfin, il a un esprit de comptable et un esprit statisticien complètement hallucinant, Warren Buffett, et une gestion du risque, j'ai envie de dire. Enfin, c'est probablement le meilleur gestionnaire de risque au monde.
Mais lui, il a le talent que j'aurais jamais d'arriver à traiter des milliards. Moi, j'arrive déjà pas à augmenter mon capital, sinon j'ai peur. Alors imaginez-vous le truc, voilà, moi traiter des milliards comme il fait avec un fonds, voilà, je pourrais jamais. Donc immense respect. Mais voilà, après il faut comprendre aussi que ça lui donne une puissance de feu qui est non négligeable. Il est arrivé au stade où, comme je te dis, il est écouté, il est vénéré, il est admiré. Et en fait, quand il fait quelque chose, ça influe le marché. Donc en fait, ça déjà, ça facilite les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il fait pas le marché, mais il peut influer sur le marché. Donc déjà, c'est un avantage que moi j'ai pas. Je ne toucherai jamais les putains de tasers, c'est même pas la peine. Voilà, taser, je n'en veux pas à aucun moment qui que ce soit. Ce truc-là va se péter la gueule, je sais juste pas quand. Mais les USDT, c'est voilà, hein, pas possible. Oui, ok, voilà, Warren a acheté Apple, il n'y a pas de souci, tout va bien. IOTA est tradable en dollars sur Bitfinex. Oui, j'irai pas non plus sur Bitfinex. Euh, Penses-tu qu'acheter du yuan chinois pour un placement long terme est une chose intéressante? Non, moi je ne veux pas acheter du yuan chinois, je vais investir dans les entreprises chinoises par contre, mais au prochain cycle, c'est-à-dire dans 1 an et demi, 2 ans, enfin je sais pas, quand on aura fait la récession et qu'on arrivera sur des timings d'investissement. En Chine, je pense qu'il sera intéressant donc d'acheter des entreprises chinoises. Donc en fait, ça revient à investir en yuan, hein, parce que quand tu vas investir tes euros en Chine, tu passes mécaniquement par le taux de change. Donc voilà. Mais je ne pense pas que l'investissement le plus rationnel, le plus intéressant, soit d'acheter du yuan chinois. Je pense par contre effectivement que acheter des entreprises chinoises, ça oui. Enfin investir dans des entreprises chinoises. Ouais, non mais tu vas voir, Alibaba contre Amazon, c'est bien. Je pense qu'Amazon gagnera contre Alibaba. Tout simplement parce que Alibaba, c'est effectivement très chinois, c'est très sino-chinois. Mais Amazon a un business model qui va conquérir, je pense, la Chine. C'est pour ça que de toute façon, je compte bien mettre mon pognon chez Amazon et pas chez Alibaba. Non, je pense qu'il ne faut pas acheter Alibaba, justement. C'est ce que je viens de te dire, enfin ce que j'essaie de te dire là. On n'est pas sur un timing d'investissement. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour personne, il faut attendre que les récessions se mettent en place, même si on est sur des niveaux proches de quelque chose qu'on peut comparer à des récessions en Chine. Par rapport au pullback qu'on a eu, on est encore très loin de tout ça en Europe et aux États-Unis. Donc il faut attendre que le monde entier entre en phase récessive. Quand le monde entier aura fait sa phase récessive et qu'il l'aura consommé, c'est là qu'on pourra avoir les investissements de long terme. Donc je pense que les actions chinoises peuvent soit baisser encore plus, soit dans tous les cas, c'est trop risqué, je pense, d'acheter maintenant. Alors... Ouais, bah tu fais ce que tu veux, Eric. Je t'ai dit, si tu veux acheter Apple, t'achètes Apple. Je sais quoi qu'il arrive que moi, à vendre, je ferai plus de pognon que toi. Maintenant, je serai patient, hein. Voilà, c'est ça la différence que je t'ai dit. Je ne vais pas tenir Apple ad vitam aeternam. D'ailleurs, hier, le premier truc que j'ai fait en voyant que le gap tenait à l'ouverture, ça a été de sortir 50%. C'est clair, c'est la première des choses que j'ai faites. Mais j'en garde, parce qu'encore une fois, je spécule. Là, pour le moment, je fais mumuse. Des actions d'Apple, je dois en avoir une trentaine ou un truc comme ça. C'est vraiment, je fais joujou. Rassure-toi, quand celle-là, elle va valider, j'en aurai bien plus que 30 des actions Apple à la vente. Et ça va être une autre histoire. Voilà, ça va être une toute autre histoire quand ça va déclencher. Et je te dis, quoi qu'il arrive, je prendrai plus de pognon que ceux qui achètent. Ouais, je sais pas. Mais là, de toute façon, comme j'ai mis plus que ce que je pensais à la base dans l'Ether, je vais pas m'amuser à racheter les autres et compagnie. Donc je reste pour l'instant Ether et je garde le reste de mon cash pour BTC s'il veut bien faire buy and hold. Sinon, voilà. Donc s'il y a besoin après, je peux toujours répartir. Tu vois, je peux toujours revendre quelques Ethers pour acheter du Ripple et du IOTA. Moi, je pense que pour le moment, celui qui a donné un vrai beau timing spéculatif, c'est l'Ethereum. C'est pour ça que j'en ai acheté pas mal, plus que ce que je pensais à la base, et je verrai après pour la suite. Alors, il serait temps que les banques telles que les enfoirés de Goldman bouffent du fumier à les cantines. Oui, oui, mais non, alors fais attention. Encore une fois, je t'ai dit, on ne s'attaque pas à plus fort. Tu les laisses jouer ce jeu. Moi, je pense que ce jeu est dangereux et que si voilà, le problème de Wall Street, c'est que souvent, quand ils arrivent au bout, tu as deux psychologies. Tu as d'une part les gens intelligents qui se disent que le jeu n'en vaut plus la chandelle, et d'autre part, tu as les rednecks stupides, type Golden Boys, qui eux ne sont aveuglés que par leur profit à eux personnel et leur petit nombril, et leur, si tu veux, le court-termisme de leur vision
malheureusement se ressent. Parce qu'encore une fois, quand tu es en fin de cycle comme ça, tu as effectivement, quand tu es en salle de marché, tu vas avoir deux profils. Effectivement, les gens qui sont conscients que le risque augmente et qu'ils n'ont pas envie de perdre leur boulot parce qu'ils voient à long terme et ils se disent, bah ok, il va peut-être y avoir une crise financière, ça va mal se passer comme d'hab, mais bon, j'ai envie de rester dans la boîte et de ne pas me faire virer. Et à côté de ça, tu vas avoir tous les petits cons voilà, les traders Golden Boy de 25 ans qui croient maîtriser le monde, qui n'ont jamais connu une récession, qui sont juste aveuglés par le pognon et l'avidité. Et eux, ils s'en foutent. Eux, ils se disent, on va tout casser. Et puis si ça doit casser, enfin, si ça doit péter, c'est pas grave. Je vais juste prendre des bonus. Tout ce qui m'importe, c'est de prendre les plus gros bonus à la fin du mois. Tu vois, c'est vraiment, je te dis, de toute façon, tu as vraiment deux profils. Tu sens d'un côté l'expérience dans le trading et l'inexpérience à Wall Street. Et les deux se battent un peu. Et quoi qu'il arrive, je te rassure, c'est l'expérience qui gagne toujours. Hein. Donc c'est-à-dire que l'inexpérience, c'est bien, elle prend sa petite leçon, elle prend sa grosse perte derrière, elle se fait virer, et voilà. Bon, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde dans les salles de marché, mais je sens toujours, si tu veux, cette dualité dans l'approche psychologique du débutant pur et dur, pas redneck, mais c'est très brutal dans l'approche, très court-termiste, hautement spéculatif, alors qu'encore une fois, quand tu as un peu d'expérience, tu sais que là, c'est le moment où il faut être spéculatif, mais pas extrêmement agressif. C'est vraiment pas le moment d'être agressif et de foutre des leviers de taré tant que c'est pas validé. Voilà. C'est vraiment pas le moment. Là, tu spécules tout doux, tu attends que ça valide, et quand c'est bien validé, là, tu mets un peu de pognon, mais voilà, encore une fois, moi, je mets de l'argent que sur des scénarios très spéciaux en ce moment. Par exemple, la UDNZD, parce que je sais que c'est décorrélé des délires américains et qu'ils peuvent pas m'emmerder là-dessus. Et l'euro-yen, parce que c'est leur point faible. Voilà, c'est un des leviers qu'ils utilisent pour essayer de faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Mais un jour, et je vous l'avais dit, l'euro-yen, ça va. Parce qu'il y avait la doublette, si tu veux. Ils sont obligés soit de s'attaquer à l'euro, soit de s'attaquer au yen. Donc, quoi qu'il arrive, normalement, il y a un moment où je savais qu'ils allaient se prendre la doublette dans la gueule. Et c'est ce qui a permis de déclencher la belle tendance des dernières semaines. Une moyenne pondérée en fonction des volumes des exchanges. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que normalement, on devrait le faire comme ça. On va aller regarder ton graphique. Ah voilà, donc toi, tu as fait la pondération. Ah ouais, c'est intelligent. Ah ouais, non, mais c'est très sympa ce que tu as fait. Donc effectivement, voilà, théoriquement, c'est comme ça qu'on devrait regarder BTC, quoi. C'est-à-dire... ah mais non, parce que là, tu as pris XBT, Bitcoin Cash... ah non, tu as pris BTC USDT. Qu'est-ce qu'il fout celui-là, le XBT USDT? C'est quoi XBT? Ok, je sais pas ce que c'est, mais... alors je vais essayer de te copier ça. Voilà, je vais essayer de copier ça. Je vais le rajouter. Du coup, merci. Hop, je vais le mettre à la place de mon BTC. Voilà. Hop, donc à surveiller, effectivement, donc l'indice BTC. Merci pour ton travail. C'est sympa. Alors, Buffett possédé, ok, soit 8% du portefeuille Berkshire. Ouais. Oui, non, mais encore une fois, arrêtez. Voilà, Buffett, c'est intéressant comme profil, mais encore une fois, Buffett, il fait des erreurs. Hein, mais juste comme moi, Buffett, quand il fait des erreurs, il fait en sorte que ça lui coûte pas grand-chose. Et par contre, quand ça marche, ça marche. Mais, voilà, mais il se plante comme tout le monde. Le seul truc, c'est que, comme je vous dis, l'avantage qu'il a par rapport à moi et aux autres spéculateurs, c'est que lui, il a une renommée, et en plus, il est obligé de publier ses comptes. Ce qui fait qu'on sait ce qu'il y a dedans, et comme on sait ce qu'il y a dedans, les gens suivent stupidement ce qu'il fait, et ça a cette espèce d'effet, entre guillemets, emballant, parce que tu as derrière les imbéciles qui disent « Ah, Buffett, alors on fait la même chose », et voilà. Et c'est con, mais ça permet, si tu veux, d'avoir un peu plus de probabilité de réussite que moi. Tout simplement parce que comme il influe sur le marché, et comme il influe sur la psychologie des gens, et que le marché, vous avez compris que c'est du flux, et en plus c'est de la psychologie, vous comprenez qu'il a un avantage stratégique que de toute façon nous on n'a pas derrière, parce que voilà, nous on n'a pas la même impact sur le marché, et j'ai clairement pas la même renommée que lui. Voilà. Ah putain, mais oui, mais les messages privés sur Twitter, je regarde pas, les gars, j'y pense vraiment pas souvent. Si vous voulez m'envoyer des messages privés, Twitter c'est le pire endroit pour le faire. Et oui, le platine, je pense que comme tous les métaux, on est sur des zones d'investissement de long terme. Si tu veux, tu peux en prendre. Alors, les Chinois les ont déjà, les parts de marché. Il n'y a qu'à voir en France, en Afrique, les possessions qu'ils ont. Oui, non, mais encore une fois, moi, je n'ai aucun doute sur la répartition de mon portefeuille. Enfin, j'ai peu de doutes pour l'instant sur la répartition de mon portefeuille au sein du prochain cycle économique. Ce sera probablement, on va dire, allez,
50% de Chine, 25% d'Europe, 25% d'États-Unis, et je répartirai plus en Chine. On va dire continent asiatique. Hein, continent asiatique et peut-être un peu d'Inde aussi. Je pense qu'ils vont se réveiller sur le prochain cycle économique. Maintenant, c'est pas chez eux qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire que c'est chez eux que j'aurai le plus haut niveau de spéculation. Donc peut-être 10% d'Inde, mais avec beaucoup d'agressivité là-bas. Pour faire des coups, hein, en fait. C'est-à-dire, là-bas, ce sera vraiment des investissements avec des coups où je vais cibler deux trois trucs. Et puis, si j'ai les bons chevaux, ils vont vraiment faire des fois 50. Si je prends les mauvais, ils perdront tout. Et puis, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y aura quelques coups à faire. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous ai dit, on fera tout en transparence. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. On se fait chier, c'est l'été, les marchés sont morts. Donc on attend timidement que Wall Street veuille bien se réveiller. J'espère, soit avec un gros coup volatile d'un coup que personne n'aura vu venir, sauf moi, soit on meurt, le VIX s'écrabouille encore une fois, et puis on termine l'été, mais en octobre, on va devoir payer ces conneries 2 fois plus cher. Voilà. Allez, bye bye, et bonne journée à tous.